Mais la suite de l'histoire, c'est que grâce à ce couple, grâce à ces 4 filles, la maison de Savoie, on pourrait presque dire, vous savez ce qu'on a dit à une époque de la reine Victoria. Parce que, c'est ce qui est très drôle, c'est pas très drôle, en 1914, le tsar, l'empereur d'Autriche, le roi d'Angleterre, on se tape dessus copieusement, les uns et les autres, et ils sont tous cousins. Ils descendent tous de la reine Victoria. Il y a eu une époque où une grande partie de l'Europe descendait de Thomas Ier, par ses 4 filles. Au niveau géopolitique, Thomas Ier, il a une fille qui épouse le comte de Provence. Bon, sur la carte, vous avez la Savoie, vous avez le comté de Provence. Et on verra qu'il a une petite fille qui va épouser le dauphin du Viennois. Et vous avez le Dauphiné. Donc, vous voyez, rien n'est gratuit. Si ça veut sourire, Savoie, Dauphiné, comté de Provence. Vous voyez ce que vous arrivez à construire? Si ça veut sourire. Ça ne sourit pas à chaque fois, et là, ça n'a pas souri par rapport au Dauphiné. Mais les mariages, c'est en quelque sorte une sorte de construction qui peut réussir. Alors, ça veut dire qu'on aurait pu avoir une sorte de grand État avec tout ce qui compose la Savoie de l'époque, plus le Dauphiné, plus le comté de Provence. Ça viendra, mais sous d'autres formes. Alors, ces 4 filles, c'est qui? Vous les connaissez. Vous avez certainement lu leur histoire. C'est les Demoiselles de Provence. Ces Demoiselles de Provence, c'est le titre d'une histoire un peu romancée, qui repose sur quelque chose qui a réellement existé. Alors, qui sont-elles? La première, c'est Marguerite. Donc, Marguerite de Provence, comme c'est la première, elle a le prénom de sa grand-mère. Ça, c'est assez logique. Et elle va devenir reine de France. Et c'est la femme de qui? C'est la femme de Louis IX. Alors, Louis IX, peut-être que ça ne parle pas directement, mais Louis IX, c'est Saint-Louis. Et c'est un peu dommage, hein, parce que c'est vrai qu'à l'école, on nous a tous parlé de Saint-Louis, mais on ne nous a pas forcément dit que la femme de Saint-Louis, elle descendait de la maison de Savoie. Elle a une sœur qui s'appelle Éléonore, et Éléonore, elle va devenir reine d'Angleterre. Elle va épouser Henri III, le grand roi d'Angleterre. Ensuite, il y a Sancy de Provence. Elle va devenir comtesse de Cornouailles. Elle va épouser donc Richard de Cornouailles, qui est comte de Cornouailles, et qui sera élu roi des Romains, c'est-à-dire qui aurait pu devenir empereur, hein, puisqu'on est d'abord élu roi des Romains, et quand on est sacré, on devient empereur. Donc il est élu, mais pas sacré. Et puis, il y a Béatrice de Provence. Alors, je suis désolé, il faut mettre son nom en gras comme ses 3 sœurs, hein, c'est pas parce qu'elle est la 4e qu'elle n'a pas le droit de... Alors, elle va hériter du titre paternel, puisqu'il n'y a pas de garçon, on lui donne le titre à elle. Donc, elle est comtesse de Provence et de Forcalquier, et elle va épouser Charles Ier d'Anjou. Et Charles Ier d'Anjou, il est comte d'Anjou et du Maine, mais il est surtout roi de Sicile, et il acquérera ensuite le titre de roi de Naples. Ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appellera le royaume des 2 Siciles. Et le royaume des 2 Siciles, il disparaîtra en 1861. Donc, une fille reine de France, une fille reine d'Angleterre, une fille comtesse de Cornouailles qui a failli devenir impératrice, et une fille reine des 2 Siciles. C'est pas mal. Vous dites, bon, s'il y avait eu un garçon, ce serait mieux, mais voilà, je suis content de ça. Alors, après, ce qui est très marrant, je ne sais pas si c'est marrant, vous intéresse, vous essayerez de calculer, parce que les rois de France, Louis IX, donc
Charles Ier, en réalité, sont deux frères. Donc, c'est deux frères qui ont épousé deux sœurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où votre frère devient votre beau-frère. Et votre sœur devient votre belle-sœur. Tant qu'on en est là, c'est mieux. Mais Richard de Cornouailles et Henri III, c'est deux frères. Et ils ont épousé deux sœurs. Donc, vous voyez, dans cette famille, on a 4 filles qui vont marier 2 fois 2 frères. Vous suivez? Pas grave, hein? Bon, quand on passe une génération, ben, vous doutez qu'après, ça va encore. De ces 4 filles et de leurs 4 maris vont naître un roi de France, un roi d'Angleterre, un roi de Naples, 2 reines de France, une reine d'Écosse, une impératrice à Constantinople, une reine de Hongrie et une reine de Thessalonique. Donc ça veut dire que dans les... Donc là, nos arrière-petits-enfants de Thomas, il a 8 ou 9 têtes couronnées dans ses arrière-petits-enfants. Et donc, vous voyez, c'est bien ancré, royaume de France, royaume d'Angleterre, royaume de Naples, l'Écosse, etc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, peut-être plus directement, c'est de regarder le mariage anglo-provençal, ou anglo-savoyard, si on peut dire, entre Éléonore et Henri III. Là, c'est encore une fois, mais le jour où je dirai le contraire, on va pleuvoir, plus. C'est un mariage purement diplomatique. Pour la bonne raison, c'est qu'elle, elle a 13 ans, et elle va découvrir son mari le jour où on va l'emmener en Angleterre. Il y a quand même, je fais une petite parenthèse, dans l'histoire de la Savoie, il y a un point dont on parle peu, qui nous ramène juste avant la naissance de Thomas, qui est donc le grand-père de notre Éléonore. Vous savez, juste avant la naissance de Thomas, il n'y avait que des filles. Et ce qu'avait imaginé donc, le père de Thomas, ce qu'avait imaginé Humbert III, c'était peut-être de mettre fin au comté de Savoie en mettant ce comté sous la tutelle du mari de la première de ses filles. Et la première de ses filles, elle s'appelait Alix. Et il y a quelque chose qui est allé très loin, c'est un projet de mariage entre Alix et Jean Santerre. Donc Jean Santerre, qui était à l'époque le fils du roi d'Angleterre. Et celui qui a négocié ce projet de mariage, c'est Pierre II de Tarentaise, donc l'archevêque de Tarentaise, bien connu, celui du Pas de Mai, etc. Et dans le contrat de mariage, ce qui était prévu, c'était que Alix ait dans sa dot le comté de Savoie. Puisqu'elle n'est pas de garçon, certains pourraient dire c'est une opération harakiri, ça veut dire on donne la Savoie aux Anglais. Pourquoi? Parce que donner la Savoie aux Anglais, c'était avoir l'assurance que les Français ne la prendraient pas. Et ça, on est au XIIe siècle. Aujourd'hui, regardez autour de vous, c'est presque réussi. Ça va aux Anglais. Mais donc, pourquoi ça ne s'est pas fait? Tout simplement parce que Alix, elle est morte avant le mariage, et parce qu'entre-temps, il y a Thomas qui est arrivé. Donc ce mariage n'avait plus le même intérêt. C'est pas pour ça qu'elle est morte, mais vous voyez, il y a des... Parfois, on a l'impression que l'histoire, c'est un truc linéaire. Alors que non, il y a des moments... il y a un moment, je vous raconterai ça plus tard, où la Tarentaise a failli devenir Maurianaise. Ça s'est joué à une femme qui s'est rebellée. On a évité le pire. Et la Savoie aurait pu devenir anglaise au XIIe siècle.
extraordinaire dans ce mariage. Donc, je reviens à Éléonore et Henri III. Il y a une chose qui est tout à fait normale, c'est que la petite, elle a 13 ans, on ne va pas la mettre dans l'Eurostar et lui dire tu descends à Londres, donc ça veut dire qu'il y a toute une caravane qui l'accompagne. Il y a toute la noblesse savoyarde, les tontons en particulier, qui vont l'accompagner. Mais sauf qu'arrivant en Angleterre, ils ne reviennent pas, ils s'installent. Et là, il y a un épisode très riche. On va être modeste, on va appeler ça la Savoie anglaise, mais on pourrait presque dire de l'Angleterre savoyarde. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, pourquoi est-ce qu'ils s'installent? Parce qu'ils disent, elle est trop jeune, il faut qu'on puisse voilà, l'accompagner, il faut, on ne peut quand même pas la laisser entre les mains des Anglais. Mais comme ils s'installent, ils vont petit à petit grignoter des postes, ils vont devenir comtes de quelque chose, etc. Ceux qui sont dans les ordres ecclésiastiques, ils vont devenir évêques d'un côté ou de l'autre. Et donc il va y avoir une vraie présence savoyarde en Angleterre. Alors par exemple, Pierre de Savoie. Bon, Pierre de Savoie, c'est un oncle d'Éléonore. C'est-à-dire c'est un frère de Béatrice. Pierre de Savoie, il devient comte de Richemont. Ça veut dire que ce titre, comte de Richemont, qui n'est pas forcément lié au territoire, mais c'est un titre, et c'est un titre qu'on ne donne qu'aux grands d'Angleterre. C'est un titre qui existe encore, il va y en avoir un aujourd'hui, mais voilà, c'est traditionnellement un des grands d'Angleterre, c'est-à-dire quelqu'un qui est très proche du roi. Et ça veut dire que le Pierre en question et d'autres sont rentrés dans le conseil du roi. Donc on accompagne la gamine, et 10 ans après, on y est toujours. C'est ça qui est important, c'est un mariage qui a duré longtemps. Et Pierre devient un grand propriétaire à Londres. Il devient un grand propriétaire à Londres. Et son palais, parce qu'il a un palais, il a fait construire un palais à Londres, quand il sera obligé de quitter l'Angleterre, il va léguer son palais à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Vous voyez, on est savoyard jusqu'au bout. Il n'a pas légué ça à une abbaye anglaise, mais il lègue à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Il va y avoir dans ce certain nombre de choses, le fameux roi Jean le Bon logera dans ce palais, et on disait que c'était un des palais les plus prestigieux de l'Angleterre. Alors il sera détruit en 1381, et il se trouvait exactement à l'endroit où aujourd'hui il y a le pont de Waterloo. Et aujourd'hui, à proximité, il y a deux choses très importantes. Il y a le théâtre qui s'appelle Savoie, et à côté, il y a l'hôtel Savoie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un demi-millénaire après leur présence physique, il y avait encore le souvenir de la maison de Savoie à Londres. Donc ils avaient quand même suffisamment marqué. Et l'hôtel Savoie, ça quand même était, enfin c'est toujours, mais c'est quand même là où à un moment donné, il y avait Ritz et Escoffier. César Ritz était le directeur de l'hôtel et Escoffier était le maître au fourneau. Donc voilà, une présence savoyarde. Vous voyez, sur le petit plan de Londres, je vous ai entouré un certain nombre de choses. Tous ces carrés, enfin ces rectangles rouges, en gros, c'est l'emplacement de la propriété qui était celle de Pierre de Savoie dans Londres. Après, on l'a déjà dit, le siège archiépiscopal de Canterbury va revenir à Boniface. Boniface, frère de Pierre, et donc oncle d'Éléonore. Le siège de Winchester a été attribué à Guillaume,
peut-être que le chapitre, Céline, les Savoyards, ça commence à faire beaucoup. Donc ils ont quand même suffisamment traîné les pieds pour que ça se concrétise pas vraiment. Et c'est là où, pour compenser, il est nommé prince-évêque de Liège. Et puis, il y a une autre fameux, Pierre des Blanches, qui devient évêque d'Erfurt. Alors, Pierre des Blanches, on va voir plus en détail, mais Pierre des Blanches, il n'est pas de la famille, mais il est de la suite. Donc, ça veut dire que quand il part pour le mariage, il y a la famille, mais il y a aussi énormément de membres de la noblesse qui font partie et qui sont restés pour certains. Voilà, puis il ne faut pas oublier qu'il y a des châteaux anglais qui en réalité sont des châteaux savoyards. Le château de Conwy, le château de Beaumaris, qui dans les deux cas sont des forteresses assez impressionnantes. C'est le même architecte, dont on a déjà parlé, c'est le fameux maître Jacques de Saint-Georges, architecte, maître maçon principal de la maison de Savoie au XIIe siècle, et ils l'ont emmené avec eux en Angleterre, et donc en Angleterre, il a construit des châteaux impressionnants. Voilà, donc tout ça pour dire, vous voyez comment, en politique, on appelle ça faire de l'entrisme. Faire de l'entrisme, ça veut dire on vient pour un mariage, et puis le mariage est fini, mais puisqu'on est dans la place, on reste, on devient comte, on devient évêque, on devient, etc. Bon, alors je vous dis deux mots sur Pierre des Blanches, parce qu'après, sinon Bernadette va m'en vouloir, si je ne parle pas de Pierre des Blanches. Donc, Oscar du meilleur second rôle. Second rôle, mais il a eu l'Oscar. Combien de Savoyards? On pense qu'il y a 300 cavaliers savoyards qui sont allés à la noce. 300 cavaliers, ça veut dire 300 nobles savoyards. Donc, on dépasse largement, vous voyez, les 2-3 tontons. Alors, parmi eux, il y a Gérard des Blanches et son fils Pierre. Et Pierre, c'est qui? C'est l'un des clercs qui accompagne l'évêque Guillaume de Savoie. Et après les noces, c'est Henri III lui-même qui retient auprès de lui, donc Pierre de Savoie, son frère Boniface, on en a parlé, et Pierre des Blanches. Et Pierre des Blanches, il a un double rôle, il est conseiller du roi, et il est tuteur, enfin, il est chargé de faire l'éducation de la reine Éléonore. Et voilà, le 24 août 1240, donc 5 ans après le mariage, ça veut dire qu'il est resté, il devient évêque d'Erfurt. Il devient évêque d'Erfurt, mais ça, c'est pas grand-chose, pas grand-chose, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup de blancherins qui sont devenus évêques. Et ce qui est plus important, c'est qu'il va devenir un négociateur au service de la couronne d'Angleterre. Alors, il va négocier des mariages. C'est lui qui va négocier le mariage de Sancy avec Richard de Cornouailles. C'est lui qui va négocier le mariage d'Édouard avec Éléonore de Castille. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui voyage à travers l'Europe et qui organise un peu tout ça. Et puis c'est lui qui va être au cœur d'une affaire, bon, il y a toujours un moment où ça foire un peu, c'est cette affaire du royaume de Sicile. Vous voyez, si vous avez une carte de l'Europe, bon, l'Angleterre, il n'y a pas de problème, vous l'avez repéré. Alors, la carte rappelle quand même une chose, que quand on dit l'Angleterre à cette époque, c'est à peu près ce que nous on appelle l'Angleterre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'Aquitaine qui est anglaise. L'Angleterre, c'est aussi le sud-ouest de la France d'aujourd'hui. Bon.
Il a négocié de manière très favorable le mariage avec donc, cette fille de Castille. Donc ça veut dire que l'Angleterre avance ses pions et l'Angleterre fait une alliance importante avec l'Espagne. Et ce qu'il va devoir négocier, c'est le royaume des deux Siciles. C'est plus la sœur d'Éléonore qui est reine des deux Siciles, hein, on est un peu plus loin dans le temps, et ce royaume des deux Siciles devient un enjeu entre le pape et l'empereur. Et ça, c'est un truc à tous les coups à se brûler les doigts. Parce que là, ça veut dire que c'est un enjeu qui est quand même très important. Pape d'un côté, empereur de l'autre, il faut jouer très fin. Et le problème, c'est que le pape va engager l'Angleterre à une guerre contre l'empereur. Sauf que même les papes, des fois, ça change de veste. Hein. Et à un moment donné, le pape va lâcher l'Angleterre. Il va d'autant plus la lâcher qu'il va demander à l'Angleterre de rembourser les frais que lui, le pape, avait engagés pour cette guerre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il appelle l'Angleterre pour faire la guerre, et après, d'un seul coup, il ne veut plus faire la guerre, il demande aux Anglais de rembourser les frais de la guerre. Et au milieu de tout ça, il y a Pierre des Blanches. Et ça va très mal se finir parce que le roi d'Angleterre, il ne sait pas comment rembourser. Alors, comme il ne sait pas comment rembourser, il va ponctionner ses barons. Les barons vont se révolter, et c'est la fameuse révolte des barons, hein, ça va entraîner une bataille entre les barons et le roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre va être arrêté, et pendant une année, le roi d'Angleterre va être prisonnier des barons. Et Pierre des Blanches aussi. Donc, vous voyez, ça prouve une chose, c'est que la diplomatie, ça vous donne une place qui est très importante, tant que ça veut sourire. La diplomatie, il faut s'attendre à ce qu'à un moment, ça se retourne contre vous. Et généralement, ce n'est pas celui qui a envoyé le diplomate qui en prend le plus, mais c'est le diplomate lui-même. Parce que d'un côté comme de l'autre, on va dire, il a mal négocié. Donc, voilà, ça c'est pour dire comment des Savoyards ont pu avoir des places exceptionnelles, mais comment il y a un moment où ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Alors, c'est peut-être pour ça que Pierre des Blanches, qui était devenu très riche, il avait prévu un repli, c'est-à-dire qu'en 1258, donc on est quelques années avant qu'il y ait ces incidents diplomatiques, il a fondé une collégiale en Savoie. Et il a fondé cette collégiale à Randens, donc aux portes de la Maurienne. C'était un signe. Aujourd'hui, on sait que l'eau qui est stockée dans le barrage des Blanches, elle est turbinée à Randens. Lui qui venait des Blanches construit la collégiale de Randens. Et cette collégiale, c'est quoi? C'est à l'époque la plus grande collégiale de Savoie. Collégiale, ça veut dire qu'il y a des chanoines. Hein, les religieux sont des chanoines. Et c'est une collégiale, donc il n'en reste rien, enfin, sinon une fenêtre dans l'église actuelle, mais on dit que cette collégiale, elle avait 120 stalles sculptées. Les stalles, c'est le siège, hein, justement, pour les religieux, pour les chanoines. 120 stalles, ça vous donne une idée de la taille de cette collégiale. Ça veut dire qu'à un moment donné, potentiellement, il y avait 120 religieux dans, pas ce bâtiment, mais dans cet ensemble de bâtiments. Et donc c'est un peu dommage que
ça a été en grande partie détruit, parce que c'était certainement un très bel et très riche exemple de ce qu'on appelle le style ogival, c'est-à-dire le style gothique, XIIIe siècle, en Savoie. L'ogival anglais, on peut se dire que c'est sans doute un peu dans ce style qu'il avait fait construire. La Révolution est passée par là, et il nous reste une fenêtre. Vous avez la photo, vous en contentez, il n'y a rien d'autre. Bon, donc ça, c'est typique, vous voyez, comment dans une vie, on peut avoir une ascension exceptionnelle, puis comme d'un seul coup, ça se casse un peu la figure, mais en même temps, comme il est devenu très riche, et qu'à la fin du film, on le renseigne bien, il a quand même pu faire construire quelque chose de très important. Alors, sachant qu'il y a quand même une question, Pierre Desblanches qui construit à Rondance, ça veut quand même dire qu'il y avait du tiraillement entre la famille des Blanches et les archevêques de Tarentaise. Parce que sinon, la logique aurait voulu qu'ils construisent une collégiale à Aigueblanche, ou ailleurs en Tarentaise. Bon, un petit détail, mais on est dans la même histoire. Comme il y a des gens qui se sont fait taper sur les doigts en Angleterre. Il y a les Savoyards qui se sont fait taper sur les doigts, mais il y a aussi des Anglais qui ont suivi le parti savoyard. Donc c'est sans doute pas un hasard si en 1270, enfin vers 1270, il y a deux nobles anglais, Chodal, à cette époque, qui viennent s'installer en Savoie. Bon, c'est un peu les versions qu'il faudrait étayer d'un certain Charles Chodal anglais, qui est devenu un père grégoire et qui était en Angleterre, et voilà, qui dit qu'il a retrouvé beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qu'il dit, même si ce n'est pas totalement étayé par des documents, c'est pas complètement dénudé de fondement. C'est-à-dire qu'il y ait des Anglais qui soient venus à ce moment-là s'installer en Savoie, c'est assez logique, puisqu'il y a des Savoyards qui sont installés en... Donc, voilà, les Chodal savoyards, les diocèses qui sont nombreux, sont peut-être des descendants de la crise diplomatique qui a marqué la fin de la présence savoyarde en Angleterre. Si on suit notre père Grégoire, il y a au moins une coïncidence de date. Et bon, là où il va peut-être un peu plus loin, il dit qu'ils sont installés dans la châtellenie de la Perrière, mais bon, voilà, le jour où on aura retrouvé la malle du père Grégoire, c'est encore une heure très claire. Bon, deux mots, parce qu'il faut qu'on coince dans ce moment-là, c'est l'histoire du Faucigny. Et je dis toujours l'histoire du Faucigny et du Beaufortin. On va voir pourquoi. Alors, le Faucigny, il n'y a rien de plus simple que le Faucigny. On a des seigneurs, c'est la famille de Faucigny, c'est leur nom. Ils ont un château, et ce château, il s'appelle le château de Faucigny. Et le château de Faucigny, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est dans la commune de Faucigny. Et la commune de Faucigny, c'est dans une province qui s'appelle le Faucigny. Très loin de Bonneville. En gros, c'est sur une diagonale Bonneville-Genève, mais un peu plus près de Bonneville. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, allez-y, parce qu'il reste quand même des choses du château. N'imaginez pas que vous allez rentrer dans un château, c'est que des murs extérieurs, mais ça permet de bien comprendre où est-ce qu'on implantait les châteaux.
Parce que je pense que si on veut avoir la plus belle vue sur le Faucigny, ben, il faut monter au plus haut qu'on puisse monter aujourd'hui. Bon, les armoiries du Faucigny, c'est un palais d'or et de gueules. Ça veut dire que c'est des armoiries avec du rouge et du jaune. Et ce qu'on appelle le pal, c'est des bandes verticales. Alors, le Beaufortin, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? La petite carte, ça vous permet de comprendre que le Beaufortin, c'est ce qui est entre la Tarentaise et le Faucigny. C'est pour ça que c'est important, hein, c'est un axe de circulation très important au Beaufortin. En parenthèse, c'est pour ça qu'il y a eu le parachutage des saisies. Parce que le parachutage des saisies, on faisait une pierre deux coups. On pouvait alimenter les résistants de Tarentaise, mais en même temps ceux du Beaufortin, ceux du Faucigny. Alors, du point de vue religieux, le Beaufortin, a priori, a toujours fait partie de l'archidiocèse de Tarentaise. Donc, l'évêque de Beaufort, quand il y avait un évêque à Moutier, c'était l'évêque de Moutier. Quand il y avait un archevêque à Moutier, c'était l'archevêque de Moutier. Du point de vue politique, le Beaufortin a été un territoire qui était géré par les seigneurs de Beaufort, mais les seigneurs de Beaufort, pour des raisons financières, ont fait alliance avec les Faucigny. Les seigneurs de Beaufort avaient besoin de finances, ils sont tournés du côté des Faucigny, qui ont apporté les finances, mais qui en même temps ont mis la main sur le Beaufortin. Donc ça veut dire que quand on raconte l'histoire du Faucigny, on ne le dit pas à chaque fois, ce sera un peu lourd, mais il faut sous-entendre que c'est l'histoire du Faucigny et du Beaufortin. Et d'un point de vue politique, le Faucigny et le Beaufortin, ils ont un grand allié qui est le Genevois, et ça veut dire qu'ils vont fonctionner avec les comtes de Genève. Donc, comte de Genève, baron de Faucigny, seigneur de Beaufort, c'est des gens qu'on va retrouver ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rajoute encore la Tarentaise, vous avez le parti anti-savoyard. Qu'est-ce qui est anti-savoyard au XIIe, au XIIIe? C'est la petite carte que vous avez là. Et la carte que vous avez là, ça correspond exactement au blanc de la carte que vous avez là. Et le blanc qui est là, c'est Tarentaise, Faucigny, Tarentaise, Beaufortin, Faucigny, Genevois. Donc, quelque part, l'histoire de la Savoie entre le XIe et le XVe siècle, c'est comment ce blanc est devenu savoyard. Et bien évident que tout n'est pas devenu savoyard en même temps. Alors, en 1234, les choses auraient pu se régler. Parce qu'en 1234, qu'est-ce qui se passe? Avec la bénédiction de son frère, donc qui est l'évêque Guillaume, Pierre de Savoie, donc Pierre de Savoie qui deviendra comte de Richemont, et qui est le fils de Thomas, l'un des fils de Thomas, il épouse Agnès de Faucigny. Donc, encore une fois, c'est des ennemis, mais on se marie. Et pourquoi on se marie? Parce que Agnès de Faucigny est la seule héritière de Aimon II de Faucigny. Ça veut dire qu'elle n'a pas de frère. Elle n'a pas de frère, elle a peut-être des sœurs, mais en tout cas, elle est la fille aînée. Et ça veut dire que le Faucigny, elle l'amène avec elle dans sa dot. C'est toujours la même histoire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on épouse une ennemie? C'est parce que cette ennemie, elle nous apporte plus. Donc, elle amène dans sa dot le Faucigny, ça veut dire qu'elle amène aussi le Beaufortin, hein, puisque c'est lié.
Alors, le père, quand même rusé. Hein. Le père, il fait stipuler quelque chose dans le contrat de mariage. Qu'est-ce qu'il fait stipuler? Il dit que la progéniture qui est issue de sa fille, donc les enfants d'Agnès de Pierre, fille ou garçon, l'enfant, sous-entendu l'aîné, va hériter de la dot de sa mère. Alors, vous voyez, là, dans la logique de la maison de Savoie, il y a un truc qui coince un peu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a qu'une fille, ou si l'aînée c'est la fille, elle va hériter de la dot de sa mère. Dans la maison de Savoie, ne peuvent hériter que les garçons. Donc là, ben, c'est un pari sur l'avenir. Vous faites le pari qu'il y aura un garçon dans la descendance. C'est pas écrit. Et puis, qu'est-ce que fait aussi? Il y a une clause spéciale. Hein. Ça veut dire que il sort de la règle de la maison de Savoie en disant ben, la descendance de ma fille, quelle qu'elle soit, elle aura la dot de sa mère. Bon, en tout cas, 1234, le mariage, Guillaume bénit, le Faucigny et Beaufortin deviennent savoyards. Acte 1. Alors après, ben, là où ça commence à aller très mal, ou plutôt où ça finit d'aller très mal, c'est que Pierre et Agnès n'ont eu qu'une fille. Et Pierre et Agnès ont la mauvaise idée de mourir la même année, mais Pierre meurt quelques temps avant Agnès. Suivez? Ah. Bon, ça veut dire que Pierre il meurt le 16 mai, donc le 16 mai, Agnès devient veuve. Et quand on est veuve, ça veut dire qu'on retrouve sa dot. Et sa dot, à qui est-ce qu'elle va aller? C'est là où la petite clause elle devient importante. Il y a deux manières de comprendre les choses. Il y a les frères de Pierre, qui disent c'est devenu savoyard, donc c'est savoyard. Elle a eu sa dot entre le 16 mai et le 11 août. Et comme le 11 août elle meurt, tout ce qui était à elle, puisqu'elle s'est mariée avec un Savoie, c'est savoyard. Sauf que ce n'est pas ce que le grand-père avait dit. Le grand-père avait dit la descendance, que ce soit une fille ou un garçon, aura la dot de la mère. Donc, conflit juridique. Un conflit juridique, et en gros, à cette époque, un conflit juridique, il n'y a que quelqu'un qui peut trancher, c'est celui qui est au-dessus. Et le seul qui est au-dessus, c'est l'empereur. Et l'empereur, il ne peut pas, comme ça, gérer tous les conflits. Donc ça veut dire qu'on voit la suite. Hein. Quand vous n'arrivez pas à conclure un conflit juridique devant une instance supérieure, il n'y a qu'une solution, on prenait le fusil. Donc là, c'est quasiment écrit, il va y avoir une guerre. Alors, comment les choses se passent? Eh bien, pour les frères de Pierre, qui sont les beaux-frères d'Agnès, le Faucigny et le Beaufortin sont savoyards, donc ça ne peut plus sortir de la Savoie.